Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Avant qu'on commence, est-ce que vous pourriez juste nous confirmer dans le chat que vous nous entendez, enfin que vous m'entendez? Je vois que Gabriel est en train de taper. Oui, super. Merci beaucoup pour la confirmation. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de Noé sur le thème de la discovery. Vous êtes très, très nombreux à vous être inscrits aujourd'hui. C'est un record. On a eu 1220 personnes. On est super contents. Donc, merci beaucoup. On a la chance aujourd'hui d'avoir Rémi, CPO chez Blablacar avec nous. Salut Rémi. Hello Maïla, ravi d'être là. Alors, on s'est rencontré avec Rémi en 2015 lorsque j'étais Product Manager chez Blablacar et qui dirigeait l'équipe Design avant de devenir VP Product puis CPO. Voilà, et aujourd'hui, c'est rigolo parce que Rémi a recruté 2 alumni de Noé dans l'équipe produit de Blablacar récemment. Donc, comme on se le disait, la boucle est bouclée. Donc voilà, Rémi vient tout juste de sortir Discovery Discipline, qui est le livre pour excéder en Discovery, la nouvelle Bible du PM, dont il va nous parler pendant ce webinaire. Et moi, de mon côté, pour me présenter rapidement, j'ai créé Noé il y a 2 ans pour former la future génération de PM en France. On a aussi avec nous Jules. Coucou Jules. C'est Maya, c'est Rémi. Salut tout le monde. Jules, du coup, est le cofondateur de Noé, précédemment PM chez Livy, qui sera modérateur sur les questions. Alors, comme d'habitude, on va faire court sur ce webinaire, 3/4 d'heure à peu près. On aura 25-30 minutes de présentation et 10 minutes de questions que vous pouvez poser tout au long du webinaire dans la section questions. Attention à ne pas les poser dans le chat, sinon on les oubliera. Donc, c'est en bas à droite, questions. Voilà. Alors, pour commencer, le programme du coup de ce webinaire. Donc, je vais commencer par vous faire une petite intro sur qu'est-ce que c'est la discovery et en particulier une petite piqûre de rappel sur le double diamant et l'importance de la discovery selon la seniorité de votre poste. Ensuite, du coup, Rémi nous parlera de son livre Discovery Discipline et aussi de l'impact que cette nouvelle méthode a eu chez Blablacar. Et enfin, on prendra, comme je vous le disais, du temps pour répondre à vos questions. Alors, pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, une petite intro sur c'est quoi la discovery. Et pour ça, très rapidement, on voulait vous présenter le double diamant. Donc, Rémi, dans ton livre, tu mentionnes cette méthodologie du double diamant dans l'intro, méthode qui est aujourd'hui adoptée par beaucoup d'équipes produits. Donc, le reste du livre présente une approche encore plus poussée et méthodique pour être encore meilleur en discovery. Mais du coup, le double diamant nous semblait quand même une bonne intro pour ce webinaire. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le double diamant, donc ça va être rapide. Mais donc, en rappel, le double diamant, l'idée, c'est de se dire que dans le process product, il y a 2 grandes phases. D'abord, la phase problème, ensuite la phase solution. Et donc, dans les 2 phases, d'abord, on va commencer par ouvrir et puis ensuite refermer. Donc, c'est pour ça que ça a une forme de diamant. Donc, première phase, du coup, c'est la phase problème, le premier diamant. Et donc, ça, en tant que product manager, c'est vraiment la phase la plus importante de votre taf. Première partie du diamant, problème, c'est donc la discovery. Et là, l'idée, c'est de se dire qu'on va chercher des insights, des éléments pour mieux comprendre le problème. Donc voilà, c'est cette phase qui est cruciale. Ensuite, on referme ce premier diamant avec la définition du problème, où là, on va prioriser pour décider quels sont les problèmes qu'on veut résoudre. Quand on est clair là-dessus, on passe au deuxième diamant, qui est donc le diamant de la solution. Et donc là, pareil, on va commencer par ouvrir, développer, réfléchir à des solutions au pluriel, explorer, tester différentes pistes. Et puis, refermer, à nouveau, prioriser, tester et délivrer. Et donc, ça, c'est la phase de délivrer. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais vous expliquer et rentrer un peu plus dans le détail seulement pour le premier diamant, parce que c'est vraiment celui-là qui nous intéresse aujourd'hui, en prenant un exemple. Donc, pendant le programme Noé, on reprend tout le cycle Product Manager en fil rouge pendant 4 semaines. Chaque personne qui participe bosse sur un sujet pour un de nos sponsors, dont Blablacar d'ailleurs, mais aussi Doctolib, Getaround, Malte, comme si il ou elle était PM pour cette boîte. Donc là, je vais prendre l'exemple de Stuart, qui était sponsor de Noé l'année dernière. Donc Stuart, le service de livraison que vous devez connaître. Et donc, le sujet sur lequel Stuart nous a demandé de travailler, c'était comment améliorer l'expérience d'inscription et d'onboarding des nouveaux coursiers, donc qui arrivent pour s'inscrire en tant que coursier sur Stuart. Donc là, si on reprend un petit peu le premier diamant du double diamant, on a commencé vraiment cette phase par un premier point de définition des métriques.
Donc, quelles sont les métriques importantes qu'on veut impacter avec ce sujet, avec cette problématique de l'onboarding et de l'inscription des coursiers? Donc là, en l'occurrence, le sujet, c'était vraiment le taux de conversion. Comment on fait pour améliorer ce taux de conversion, qu'un maximum de coursiers qui rentrent dans le funnel, qui veulent s'inscrire, réussissent à aller jusqu'au bout et donc à activer en tant que coursier. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, du coup, on a regardé la data. Donc là, un vrai dataset de Stewart pour vraiment explorer et essayer d'avoir des éléments qui nous permettent de mieux comprendre le problème. Donc, en l'occurrence, pour cette problématique-là, c'était vraiment très focalisé sur une analyse du funnel. Donc, où est-ce qu'on perd des coursiers? À quelle étape on a le plus gros drop? Est-ce qu'il y a des différences entre le web et le mobile, etc. Tout un tas d'analyses qui nous permettent de mieux comprendre le problème. Troisième étape, et là-dessus, data, user research, ça peut un peu s'interchanger en termes d'ordre. Mais donc, du coup, c'est la recherche utilisateur. Et donc là, l'objectif, c'est d'aller chercher un maximum d'éléments pour mieux comprendre le problème auprès de nos users. Là-dessus, la méthode qu'on a privilégiée sur cette problématique, c'est vraiment des usability tests du parcours actuel auprès des coursiers pour comprendre voilà, qu'est-ce qui posait problème, qu'est-ce qu'ils comprenaient, qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas, etc. Mais aussi des interviews des parties prenantes en interne, notamment les équipes opérations chez Stewart, qui en fait vont accueillir les nouveaux coursiers dans une session d'onboarding en physique, qui nous ont permis de mieux comprendre, encore une fois, quels étaient les problèmes liés à ça. Et donc, l'étape suivante, priorisation, bien sûr. Donc, grâce aux deux étapes, enfin, à toutes les étapes précédentes, on a identifié une quinzaine de problèmes. Et donc là, on priorise pour savoir quels problèmes ont le plus d'impact avec un coût de développement raisonnable. Donc voilà, ça, c'est vraiment le premier diamant, ce qui correspond à la discovery. Une fois qu'on est clair là-dessus, c'est la deuxième phase, la phase de solution. Là-dessus, je vais moins entrer dans le détail parce que ça concerne moins la discovery, mais il y a notamment des phases d'idéation sur la solution, de priorisation, de prototypage, d'itération, puis après spec et donc développement. Donc du coup, cette première phase, la phase du diamant de gauche, c'est ça la discovery, et ça va avoir dans votre rôle de PM une dimension plus ou moins importante en fonction de votre seniorité. C'est donc le deuxième point que je voulais couvrir rapidement. Donc globalement, si vous êtes PM plutôt junior ou associate PM, vous allez a priori commencer par travailler sur des sujets où le périmètre sera relativement clair et vous aurez peu d'inconnus sur le sujet. Donc, pour vous donner un exemple, typiquement de quand je travaillais chez Aircall et que donc je manageais l'équipe produit là-bas, un type de sujet qui pouvait être géré par un ou une PM junior, c'était par exemple la vérification d'adresse. Donc voilà, un sujet relativement clair, des questions quand même à poser, une phase de discovery mais quand même limitée et quand même derrière une grosse phase de solution. Si vous êtes PM, du coup, vous allez avoir des sujets où il y aura plus d'inconnus, périmètre peut-être un peu moins clair. Et donc là, la discovery, elle aura plus d'importance. Pour vous donner aussi un exemple d'Aircall, ça pouvait être un sujet comme comment faire des appels. Donc Aircall, c'est un SaaS de téléphonie. Comment faire des appels à plusieurs, donc une conférence. Donc là, certaines des inconnues, c'était pourquoi est-ce que les gens ont besoin de faire des appels à plusieurs? À combien est-ce qu'on doit permettre de faire des appels à plusieurs? Est-ce qu'on veut une visio ou pas? Qui peut ajouter des personnes dans l'appel, etc. Donc quand même ici, pas mal de questions, pas mal d'inconnus à soulever dans la phase de discovery. Et enfin, du coup, si vous êtes PM plutôt senior, donc senior PM, lead PM, là, a priori, vous allez potentiellement travailler sur des sujets qui sont beaucoup plus vastes, avec un problème qui est vraiment peu clair, beaucoup d'inconnus. Et donc là, la phase de discovery va être hyper importante et probablement plus longue aussi que sur d'autres sujets. Là-dessus, idem pour vous donner un exemple. Chez Aircall, donc Aircall, c'est du B2B, ce qui veut dire qu'on a un usage qui est majoritairement, on avait un usage qui est majoritairement web, peu mobile, parce que les gens, ils utilisent surtout Aircall au travail. Et donc là, le sujet en question, c'était quelle stratégie on veut adopter pour nos applications mobiles. Qui s'en sert, pourquoi faire, qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc là, vous voyez un sujet plus large avec beaucoup plus d'inconnus et la phase de discovery plus importante et plus longue. Donc, vous l'avez compris, plus vous êtes senior, plus il y aura d'inconnus sur les sujets sur lesquels vous allez bosser et donc plus la phase de discovery sera importante et longue. Voilà pour la petite intro sur le sujet de la discovery, avec notamment le double diamant. Et maintenant, je suis ravie de te donner la parole, Rémi, pour nous parler un peu plus de cette méthode que tu as développée, théorisée dans Discovery Discipline, pour aller encore plus loin sur le sujet de la discovery.
Merci Maya. Avant de rentrer dans cette partie-là, moi je voulais juste expliquer pourquoi je suis particulièrement content d'être là. Parce qu'en fait, le projet de Noé, c'est un projet dont j'ai entendu parler de la part de Maya bien avant qu'il existe. Et j'étais fan dès le départ. Je pense qu'elle avait identifié un besoin absolument fondamental. Et donc, j'aurais adoré faire partie d'une aventure comme ça parce que je pense que c'est quelque chose dont l'écosystème avait besoin. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont présentes au webinaire qui ne sont pas forcément des personnes qui sont forcément intéressées par rejoindre cette formation-là, mais qui veulent continuer à apprendre, à les découvrir. Et je crois que ça fait énormément de bien à tout notre écosystème d'avoir ce genre d'intervention et de discussion. Et donc, je crois que l'intention que Tristan, Charvia et moi-même avons en écrivant le livre, c'est exactement la même que celle que Noé avait, c'est qu'on a envie de créer autant d'émulation que possible autour de nos métiers. Et donc voilà, ça me fait très plaisir d'être là, encore plus pour parler du sujet de Discovery. Quand je réfléchis au sujet de Discovery et que j'en parle avec des différentes personnes qui sont en poste, c'est un sujet rigolo parce que c'est un sujet qui souvent est un peu ambivalent. D'un côté, ça semble une évidence qu'il faut travailler en amont des projets en essayant de bien comprendre ce qu'on cherche à faire. Et en même temps qui s'accompagne de pas mal de frustration parce que cette discovery-là, elle n'a pas toujours lieu. Et si j'essaie de synthétiser les raisons pour lesquelles, visiblement, la discovery n'est pas une phase par laquelle certains product managers passent, j'entends un manque de temps. J'entends parfois que mon CEO, mon manager, quelqu'un d'autre a déjà défini la solution et donc ça semble inutile de clarifier le problème. Parfois, j'entends aussi que des tentatives de phase de discovery ont été menées, n'ont pas forcément donné grand-chose, et donc ça ne donne pas beaucoup envie de se replonger là-dedans. En fait, moi, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et peut-être d'aller sur la slide d'après et d'essayer de comprendre d'où vient en fait cet appétit pour les sujets de discovery. En réalité, je crois que c'est le bagage théorique qu'on met derrière le design thinking qui a infiltré le product management. Et je pense que ça a énormément fait de bien au product manager en termes d'état d'esprit user-centric. Et je pense qu'en tout cas, il y a 15 ans, quand je travaillais avec des product managers, il y avait beaucoup de personnes qui étaient largement moins centrées utilisateurs qu'elles le sont aujourd'hui. Deuxièmement, et je pense que c'est en partie lié, on a largement grandi sur notre capacité à diverger, à envisager des solutions beaucoup plus variées que ce que je connaissais à une époque. Et enfin, la compréhension de la valeur de prototyper, c'est-à-dire de créer un artefact intermédiaire qui permet de se rendre compte de manière concrète de ce qu'on a en tête. Ça, c'est des bienfaits du design thinking. Je pense qu'ils ont contribué à ce qu'on parle de discovery dans le product management. À l'inverse, les quelques points faibles que j'ai observés, c'est j'ai l'impression qu'on continue de parler de discovery comme quelque chose d'événementiel. Événementiel, ce que je veux dire par là, c'est quelque chose qu'on fait quand il y a un événement qui le justifie, par opposition à une discovery qui serait faite systématiquement. Tristan Charvia, il parle aussi de ce qu'on appelle des proto-pâtes à modeler, c'est-à-dire on se lance dans des activités créatives où on fait des prototypages qui en fait sont tellement loin de quelque chose qu'on serait capable de passer en delivery qu'on a l'impression de travailler et à la fin, en fait, on est très très loin de notre capacité d'avoir de l'impact. Et effectivement, du coup, plein de travail de discovery qui parfois ne mène pas à grand-chose. Et donc, c'est fort de ce constat-là qu'avec Tristan, il y a pas mal de temps maintenant, on a commencé à travailler. Et donc, Tristan et moi, on travaille depuis une quinzaine d'années ensemble. On a longtemps travaillé ensemble, notamment chez PayPal. Et on s'est rendu compte qu'il y a quelques ingrédients qui font la différence. On a mis un peu de temps et beaucoup d'échecs avant de s'en rendre compte, mais en tous les cas, ces 4 points semblent clés. 1, d'avoir une méthode systématique pour tous les projets. Ça nous semble indispensable. Le product management, c'est déjà assez compliqué pour qu'en plus, on n'essaie pas de réinventer la roue à chaque fois en termes de process. Donc, nous, on pense que c'est possible d'adopter une méthode tout le temps,
pour tous les projets. Pour tous les projets, ça veut dire pour les projets énormes comme pour les projets tout petits. Deuxièmement, et c'est un peu ce qu'expliquait Maya juste avant que je prenne la parole, effectivement, on peut faire de la discovery systématiquement à condition d'adapter l'effort à l'impact qu'on espère avoir et qui est souvent lié en effet à la quantité d'inconnus qu'il y a. Et je pense que parfois, la raison qui est parfois une excuse de « j'ai pas le temps », je crois que moi, quand j'entends ça, j'entends quelqu'un qui projette derrière une activité de discovery peut-être quelque chose qui est supérieur à ce qui est nécessaire. Et peut-être qu'en fait, il faut compresser l'effort de discovery à quelque chose de plus petit, d'un peu moins ambitieux, plutôt que de se dire, dans ce cas-là, je ne peux pas faire de discovery. Je pense qu'il faut au contraire réduire la quantité d'effort. Troisième point, moi je pense que le double diamant, c'est une excellente base et le concept même de diverger puis de converger plusieurs fois, c'est au cœur de la manière dont je réfléchis. Mais plus je pratique ce principe-là, plus mon expérience m'a donné envie d'avoir un découpage encore plus fin que les étapes qui sont décrites dans le double diamant. Et donc, la méthode qui s'appelle Discovery Discipline qu'on propose, elle construit par-dessus. Ce n'est pas une sorte de contre-proposition, c'est plutôt quelque chose qui amène plus de finesse, plus de précision, notamment pour éviter de se perdre en chemin et de ne pas exactement savoir où est-ce qu'on en est. Et pour justement avoir des points de repère clés, le détail qui, pour nous, a fait toute la différence, c'est de définir à l'avance des livrables qui sont prédéfinis et qui sont précis, c'est-à-dire qui forcent la convergence. Donc, par exemple, tout à l'heure, Maya, elle parlait du fait d'aller chercher de la data, de faire de la recherche quali. Je pense que avec le temps, je me rends compte que ce n'est pas forcément cette partie-là la plus difficile, à savoir aller récolter de l'information dans plein de directions, même si parfois il y a des contraintes liées à ça. La partie la plus difficile, elle consiste, selon moi, à transformer toute cette information-là en quelque chose de synthétique et d'utile pour la suite. Et en fait, le double diamant, le détail qui me chagrine parfois, c'est qu'il est parfaitement symétrique, chaque diamant est parfaitement symétrique, comme si l'effort était le même. Et je crois que l'effort de convergence est beaucoup plus compliqué que l'effort de divergence. Et donc, moi, la manière dont je le présentais, c'est un effort de divergence qui est relativement plus simple à faire. L'effort de convergence doit nécessiter beaucoup plus de rigueur et de discipline. Et donc, avec Tristan, on a énormément travaillé. Donc, Tristan, on a travaillé ensemble chez PayPal, on travaille ensemble chez Blacard. Aujourd'hui, il est VP Design chez Malte depuis quelques semaines. Et notre conviction, c'est que on a développé avec le temps et surtout on a implémenté chez Blacard une méthode qui a eu énormément d'impact. Et la manière de réfléchir à la discovery pour nous, c'est de se poser les bonnes questions. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu qui s'appelle Qui est-ce. Moi, j'ai joué quand j'étais petit et mes enfants y jouent encore aujourd'hui. C'est intéressant comme jeu parce que on trouve la bonne solution juste en posant les bonnes questions. En réalité, la solution est déjà là. Ce n'est pas un jeu créatif au sens où il faut créer un personnage. C'est un jeu où il faut découvrir le personnage. Et si on réfléchit à bien l'étymologie du mot discovery, il s'agit quand même de ça. Il s'agit bien de découvrir quelque chose. Ça présuppose que cette chose existe déjà. Elle est déjà là, en fait. Et donc, il y a plein de stratégies pour gagner à qui est-ce. S'il y a des experts, je suis ravi qu'on fasse un match à l'occasion parce que j'ai affiné avec mes enfants les différentes stratégies pour gagner. Mais en tous les cas, se poser les bonnes questions, ça fait toute la différence. Et donc, le fond de notre méthodologie, elle consiste à poser quelques questions très simples. Donc, on va les voir à l'instant. Il y a 5 questions qui sont fondamentales pour nous. Donc, la première, c'est pourquoi est-ce qu'on est en train de creuser ce sujet en particulier? Donc, en fait, parfois, on a l'impression parfois, j'entends des product managers qui disent « Non, mais moi, je n'ai pas d'idées préconçues sur ce qu'on cherche à faire, etc. » Oui, c'est vrai, mais n'empêche qu'il y a bien une raison pour laquelle on a choisi de creuser dans cette direction-là. Il y a forcément une intention quelque part. Ça peut être un problème utilisateur, ça peut être une ambition business. Il y a forcément un élément déclencheur. C'est fondamental de l'identifier de manière précise. La deuxième question, c'est qui est-ce qu'on essaye d'aider? Et donc là, souvent dans une entreprise, il peut y avoir plusieurs cibles possibles. Soit parce que c'est des cibles de nature différente, comme dans le cas d'une marketplace, il y a un peu d'offres et de demandes, mais ça peut être parfois des sous-segments précis, voire des sous-segments qu'on a identifiés. La troisième question, c'est, et ça c'est un peu controversé, comment est-ce qu'on va convaincre ces gens?
On a identifié des gens qui avaient un problème avant même de savoir quelle solution on va leur proposer. Si on devait leur proposer quelque chose, comment est-ce qu'on les convaincrait? Et c'est là où, par exemple, notre méthodologie, elle diffère un petit peu d'un livre qui a eu énormément de succès et qui, par ailleurs, nous plaît beaucoup, écrit par Teresa Torres sur les sujets justement de discovery. On parle tout le temps d'un product trio, produit, design, engineering. Et moi, je pense que c'est une erreur de complètement oublier la dimension marketing. Et en fait, la partie marketing, ce n'est pas quelque chose qu'on va définir à la fin. C'est central. Et si on n'est pas capable, dès le départ, de savoir comment est-ce qu'on va convaincre les gens qu'on a trouvé une solution qui correspond à leurs besoins, c'est probable que, non seulement dans notre capacité à promouvoir la solution, mais en fait, dans notre capacité à concevoir dans les détails correctement la solution, on va rater des choses. Donc, définir très, très tôt un positionnement de marketing, ça nous semble une des questions importantes. La quatrième question, c'est une histoire de point de contact. Les personnes qui vont être amenées à interagir avec la solution, quand et où est-ce qu'ils vont le faire? Et là, c'est important pour nous, notamment en répondant à cette question-là, de sortir du produit. Peut-être que le premier moment d'interaction avec votre solution, c'est du bouche à oreille. Dans le cas de Blablacar, c'est ça qui a complètement contribué au succès de Blablacar. C'est fondamental de l'identifier comme un point de travail. Parce que ça veut dire que votre capacité à contrôler l'histoire qui va être racontée, la première description de votre produit, elle n'est peut-être pas complètement entre vos mains, mais vous pouvez l'influencer. C'est important de l'identifier. Peut-être qu'un point clé de contact à votre solution, ça va être le service client. Ça va peut-être être une campagne de télé. Ça va peut-être un moment où en fait la personne, elle va être avec le téléphone dans sa poche. Et donc ça, c'est extrêmement important de mapper ça. Bien au-delà des écrans produits sur lesquels on a tendance parfois à se focaliser. La dernière question à se poser, c'est quels éléments de la solution dont on va avoir besoin, existent déjà peut-être au sein de votre entreprise, au sein de votre produit, mais peut-être qu'ils existent déjà ailleurs. Et c'est, selon nous, fondamental de les identifier, quels sont ces éléments-là, pour les réutiliser ou pour s'appuyer dessus. La Discovery Discipline, elle comporte 7 étapes, dont ces 5 questions plus 2 autres que je vais vous épargner aujourd'hui. Mais en réalité, le secret que nous, on a trouvé, ce n'est pas tant ces questions-là qui, je pense, sont pour la plupart relativement classiques et correspondent pas mal à ce que décrivait Maya tout à l'heure. Donc pour nous, ce qui fait la différence, c'est le niveau de précision avec laquelle on va essayer de répondre à ces questions-là. Donc tout à l'heure, j'ai posé une question assez générale qui est, on s'adresse à qui? Nous, on pense qu'il faut répondre à cette question d'une manière ultra précise. Donc un des livrables qui nous semble indispensable par lequel passer, c'est ce qu'on appelle le first use case. Donc, quel est le cas d'usage essentiel que vous êtes en train de choisir? Et j'insiste sur le mot choisir parce que ce n'est pas forcément une évidence. Peut-être que vous allez rencontrer 15 personnes qui vont vous dire 15 fois la même chose, et dans quel cas, le first use case, il est évident. Mais la plupart du temps, en tout cas, ça c'est mon expérience, vous allez rencontrer 15 personnes, vous allez identifier peut-être 7 use cases, aucun de ces use cases d'un point de vue quantitatif n'émerge. Et donc, il va bien falloir en choisir un. Comment est-ce que vous allez le choisir? Là, vous allez faire un lien avec la première question qui était « Pourquoi est-ce que je fais ce travail-là? Pourquoi est-ce que je me suis impliqué dans ce projet-là » Et la réponse à cette question devrait vous aiguiller un peu sur le choix du first use case. Mais comme vous le voyez là, il y a un template qui est proposé. Et ce template, il ne se contente pas de répondre à la première ligne, à savoir, je suis, je ne sais pas, dans le cas de Blablacar, par exemple, je suis un conducteur Blablacar. Ça ne suffit absolument pas. Ce qu'il faut définir, c'est ces cinq éléments. Donc, qui est la personne? On le définit de manière relativement générale. Mais ensuite, on essaie de comprendre dans quelle situation est-ce que cette personne se trouve, qu'est-ce qui est important pour elle, le besoin qu'elle exprime ou pas, la contrainte qu'elle rencontre, parce que si elle avait un besoin et qu'il était satisfait, en fait, on n'aurait probablement pas besoin d'intervenir. Donc, cette personne, elle rencontre une contrainte et l'absence de solution face à cette contrainte la fait adopter un comportement. Et l'hypothèse, d'ailleurs, ce first use case, c'est que la solution qu'on va créer va répondre à ce besoin d'une manière qui est plus efficace que le contournement de la personne qu'elle est obligée de choisir à cause de la contrainte. Ce qui est intéressant dans ce template, c'est que si vous êtes clair sur la réponse à la question « Qui est-ce que j'essaye d'aider ?», remplir ce livrable-là, ça prend 5 minutes. Si au contraire, vous n'êtes pas capable de le remplir, ça va être un indice pour vous que vous avez besoin de passer plus de temps. Et en fait, toute notre méthodologie, elle consiste à avoir des livrables qui
donne un feedback extrêmement clair à la personne qui est en train de le remplir pour se dire, est-ce que je suis clair ou pas? Si je suis clair, je ne passe pas plus de temps et je passe aux autres livrables. Si à l'inverse, je galère, j'hésite, il y a un débat au sein de l'équipe, c'est sûrement le signe qu'il y a besoin de travailler. Et c'est là où, dans le livre, on propose plein d'activités différentes. Donc, en réalité, le concept de la discovery, je n'ai pas le temps, concrètement, nous, on pense que un travail de discovery, ça peut prendre moins d'1 heure. Moins d'1 heure, c'est le temps qu'il faut pour remplir, grosso modo, les 7 livrables qu'on a. Et d'ailleurs, ça prend tellement peu de temps qu'on est capable de remplir les 5 en une demi-heure, de se dire, il y en a un des 7 qui n'est pas forcément assez solide, et c'est celui-là sur lequel on va faire une petite activité de 30 minutes pour le solidifier. Maintenant, ce qui est possible, c'est que soit l'enjeu de votre projet est trop important pour le niveau d'imprécision que vous avez dans vos livrables, soit il y a effectivement une des étapes en particulier sur lesquelles vous n'avez vraiment pas du tout confiance. Là, il vous faudra plus de temps, plus d'1 heure. Peut-être qu'il vous fera passer une demi-journée, une journée entière, une semaine, un mois, un an, peu importe en fait. Mais d'un seul coup, vous allez pas vous jeter dans un travail de discovery avec aucune idée à l'avance de quelles sont les étapes précises que vous allez rencontrer et aucun moyen de savoir si vous êtes un peu en train de rentrer dans les clous. Vous allez être capable d'évaluer votre propre niveau de maturité sur le sujet que vous essayez de clarifier. La petite subtilité par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Maya, c'est que moi, j'inclus une partie de la découverte de la solution dans le processus de discovery. Et je crois que pour moi, c'est une sorte de continuum. Et d'ailleurs, dans le bouquin, souvent les gens nous demandent, mais en fait, à quel moment est-ce qu'on choisit la solution? À quel moment est-ce qu'on parle de la solution? Nous, on n'a pas d'étape directement liée à ça. Pourquoi? Parce que, en réalité, ce qu'on fait, c'est vraiment la métaphore du qui est. C'est que, à force de poser les bonnes questions, souvent, la solution, elle commence par émerger toute seule. C'est juste en écartant toutes les solutions qui ne sont pas les bonnes. Parfois, il y a peut-être plusieurs solutions qui vont rester. Et comme dans qui est, il faudrait, j'hésite entre Michel et Clara, et allez, je parie sur Michel. Mais en fait, très souvent, la majorité des pistes possibles disparaissent. L'autre jour, il s'est passé un phénomène intéressant. Il y avait une designer donc, qui a rejoint Blablacar il n'y a pas si longtemps que ça, et donc qui découvrait un peu cette méthodologie-là. Et notamment, elle avait passé énormément de temps sur le first use case. Elle avait passé beaucoup de temps à le remplir avec une précision forte en s'appuyant sur de la data et des informations quali qu'on avait récoltées dans des projets précédents. Et elle le fait avec un niveau de qualité assez incroyable. Et en sortie de ce travail-là, son manager lui demande, mais alors du coup, comment tu te sens après ce travail-là? Elle dit, je ne suis pas confortable du tout, je ne suis vraiment pas à l'aise. Et bon, son manager était très surpris parce que, au contraire, lui, il avait l'impression qu'elle serait plutôt fière de ce travail-là, etc. Elle dit, mais pourquoi tu n'es pas à l'aise? Tu as fait un super travail, c'est super clair, c'est super précis et tout. Elle dit, ouais, mais le problème, c'est que si c'est ça, le first use case, mais en fait, il n'y a qu'une solution possible, en fait. Et d'un seul coup, en fait, elle était en train de découvrir la puissance de ce travail-là. C'était que si on fait le travail correctement, effectivement, parfois, le travail de designer, il va consister à construire une évidence. Il ne va pas consister à faire de la divergence sur je fais comme si je n'avais pas la moindre idée de la solution possible et je vais en explorer 40. On va se dire, vu l'objectif qu'on s'est donné pour ce projet, donc pourquoi est-ce qu'on cherche à le creuser? Vu le first use case qu'on avait défini, vu le positionnement qui semble fonctionner, etc., la solution naturelle qui émerge, on la connaît déjà en fait par élimination. Et donc, c'est ça là, pour nous la puissance de ces livrables prédéfinis et précis, c'est qu'en réalité, l'émergence de la solution, potentiellement, elle peut se faire soit naturellement ou en tout cas être grandement facilitée. Et donc, je ne vais pas vous détailler toutes les étapes et tous les livrables, mais nous, ce qu'on a observé en termes de bénéfices chez Blablacar, il y en a 4. Et donc, si on peut aller juste sur la slide d'après, Jules, nous, ce qu'on a observé, c'est un impact en termes de vitesse. C'est-à-dire que quand vous connaissez votre déroulé de la discovery à l'avance, vous êtes capable de le planifier, voire même de le timeboxer et de dire, en fait, on va consacrer 2 jours à la discovery. Mais on peut être beaucoup plus précis. En fait, si on dit 2 jours, en fait, 2 jours, et d'ailleurs, dont la moitié sont consacrés à telle étape qu'on a identifiée comme étant un peu plus faible. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on gagne de temps en delivery avec la question sur quels éléments on pourrait réutiliser. Quels éléments de la solution existent déjà ailleurs. Et ça veut dire que potentiellement, on va réutiliser des pans entiers de code qui existent déjà, et donc on va considérablement augmenter la delivery aussi.
Le paradoxe, c'est qu'on augmente aussi la qualité. C'est-à-dire que souvent, on se dit, soit tu vas vite, soit tu fais bien, mais tu peux faire les deux. Nous, on pense que si. On pense qu'on peut augmenter la qualité précisément parce qu'on se force à définir des points de focus précis. La qualité, souvent, un problème, elle n'a pas lieu parce qu'on est dispersé dans trop de directions. Si on augmente le niveau de précision et le niveau de focus, il y a plein de cas d'usage qu'on décide de ne pas traiter. Donc, celui qu'on traite, on décide de le traiter avec une qualité plus grande. Et ces deux éléments de vitesse et de qualité, c'est cela qui augmente le niveau de confiance des équipes dans les choix qu'ils font. La discovery, pour moi, c'est presque un des moments dans la vie d'un product manager où il y a le plus d'incertitude, où on a l'impression de faire les bonnes choses et pourtant, on a l'impression de plus on creuse, plus on se pose de questions. Le fait d'avoir les points de découpage d'étapes qui soient plus précis que le double diamant, ça permet en permanence de diverger et de converger très très vite plutôt que d'avoir ces phases de divergence qui sont parfois un peu trop longues. Et le dernier point, c'est que dans le livre, nous, on n'en parle pas spécialement parce que c'est un bouquin qui se veut agnostique d'un point de vue organisation, donc on ne prescrit pas comment est-ce qu'on s'organise pour développer ça. En revanche, ce qu'on a observé chez Blablacar, c'est que les livrables dont on parle, ils n'ont pas simplement une vertu de convergence et de clarification, ils ont surtout une vertu, c'est de devenir un langage commun entre tous les métiers nécessaires à la construction de la solution. Aussi bien product management et design, évidemment, mais aussi engineering, product management, research, etc. Et ces livrables-là, ces 7 livrables qu'on définit, ils servent un peu de squelette à tout le projet. C'est-à-dire qu'à la fin du projet, en réalité, ils racontent l'histoire non seulement du déroulé du projet, mais aussi du rationnel qu'il y a. Et ça permet à n'importe qui rentre dans le projet plus ou moins tôt dans le temps, de comprendre, ah ok, je comprends à qui on parle, comment est-ce qu'on va pitcher le truc, pourquoi est-ce qu'on le fait, etc. Et ça permet en très peu de contenu d'avoir une sorte d'adéquation des intentions qui arrive très très tôt dans le processus de discovery et qui demeure dans le processus de delivery après. Donc voilà, nous c'est ça qu'on a observé. Le livre, il est sorti hier, il s'appelle Discovery Discipline. Il a été édité par TIGA, qui est un cabinet de conseil dans le domaine du produit, avec qui nous on collabore depuis longtemps, Tristan et moi, et donc on était ravis de leur confiance parce que notre intention en sortant ce livre, c'est bien sûr de porter notre message au-delà de Blablacar et Malte chez qui on travaille. On pense que réellement le sujet de la discovery, dans le monde entier, pas que en France, n'a pas trouvé une méthode aussi solide que certaines qu'on a identifiées dans la partie delivery, et c'est pour ça qu'on voulait apporter notre contribution dans le cas où ça pourrait résonner avec d'autres personnes. Si vous voulez plus d'informations sur le livre, allez sur discovery-discipline.com. Vous pourrez en savoir plus et puis le commander. On a été un peu surpris de manière très positive par l'afflux de demandes depuis la sortie. Donc, on a des petits problèmes d'approvisionnement qu'on est en train de régler. Mais en tous les cas, voilà, si vous voulez vous plonger dans le sujet, n'hésitez pas à aller sur ce site. Et puis, du coup, voilà, je crois qu'on a un peu de temps pour répondre à des questions autour du sujet de la discovery. Parfait, merci Rémi. Et ouais, effectivement, comme beaucoup de gens l'ont soulevé dans le chat, rupture de stock, franchement impressionnant. On espère tous que ça va revenir vite. Un petit mot juste très rapide sur Noé avant de passer aux questions qui sont nombreuses. Noé, du coup, voilà, c'est 4 semaines de formation où vous allez bosser pour un de nos sponsors, Doctolib, Malte, Blablacar ou GetAround actuellement. Au-delà de la formation sur le métier de product, Noé, c'est vraiment un bootcamp qui va vous accompagner sur le recrutement pour trouver votre boulot de PM, senior PM ou head of product avec notre outil de recrutement, le Talent Pool, où on a plus de 500 entreprises qui sont inscrites. Donc voilà, et Noé, c'est aussi un très très gros réseau de PM, Head of Product, CPO, VP Product. Donc voilà, pour vous donner un exemple sur la promo 9 qui vient de s'achever, les participants ont rencontré au total 55 personnes Head of Product, VP Product, CPO en un mois. Donc c'est une picouse et une introduction vraiment dans ce monde du product. Notre prochaine session, c'est en juin. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur noé.pm et les sessions suivantes seront en septembre et en novembre. Et donc, on va passer tout de suite aux questions. Je te donne la main, Jules, pour faire le tri parmi ces nombreuses questions qu'on a reçues. Yes, beaucoup de questions. On va essayer d'en traiter le plus possible. Il y en a qui
qui se rejoignent. Du coup, on va les faire ensemble. Une question qui est revenue souvent, Sarah, François, Augustin nous pose cette question. C'est quoi la différence entre PM et Product Design? En tout cas, qui est responsable entre ces deux rôles-là de faire de la discovery? Alors, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse et à laquelle je ne souhaite pas apporter de réponse. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que les définitions des rôles de product manager et de designer varient énormément d'une entreprise à l'autre. Et donc, je peux vous expliquer ce qu'on fait chez Blacka, mais en réalité, c'est pas du tout, il n'y a aucune prescription derrière ça, parce que je ne crois pas du tout que c'est mieux ou c'est parfait, c'est juste qu'on travaille comme ça. Donc nous, la manière dont on le fait chez Blablacar, mais si vous avez un setup différent et un découpage différent, ça peut très bien fonctionner. Et le livre ne comporte aucune information là-dessus, volontairement. Nous, la manière dont on le fait chez Blablacar, c'est que, on a systématiquement un product manager et un designer qui sont assignés à un projet de discovery précis. Et d'ailleurs, tous nos projets passent par une phase de discovery, tous, et ils sont toujours assignés à une paire, un duo, PM designer, qui travaillent ensemble de manière systématique. Ils font partie d'une squad, etc. Ça, c'est systématique. Donc, il y a toujours, dès le départ du projet, un product manager et un designer qui bossent sur le sujet. Ce qui ensuite varie selon les projets, mais aussi les duos, c'est qui est en charge de chaque étape. Et en ce moment, on essaye effectivement de normaliser un petit peu ça. Mais moi, je crois que l'important, pour moi, c'est surtout d'être clair sur qui va prendre la décision à chaque étape. Ça, je crois que c'est clair. Parce que les processus de décision par vote, par consensus, je crois que c'est ça qui aboutit à des décisions molles et à des produits qui sont ni faits ni à faire. Donc, je crois que ce qui est important, c'est plutôt d'être clair sur qui décide. Tout le monde peut donner son avis, qui décide. Que ensuite, au fur et à mesure des étapes, ce bâton de décision change de main, je pense que ça pose aucun problème. Ça peut être une histoire de bande passante, une histoire d'affinité, une histoire où est-ce qu'on en est dans les étapes. Donc, il y en a certaines qui se prêtent plus naturellement. Par exemple, une des étapes du livre, donc, comme j'expliquais, qui vise à clarifier quel est le positionnement marketing de la solution qu'on va proposer. Ça, souvent chez nous, effectivement, c'est le Product Marketing Manager qui est responsable de ça. Mais il y a dans les boîtes où il n'y a pas de product marketing manager, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. C'est simplement qu'en fonction de l'organisation, comment elle est découpée, du luxe qu'on a d'avoir un certain nombre d'expertise ou pas, on va pouvoir affiner ça. Mais de manière générale, moi, la réponse qu'on m'a souvent posée, c'est quelle est la frontière entre le PM et le designer? J'ai toujours refusé d'y répondre parce que je me suis malheureusement rendu compte que ça dépendait tellement des individus et des entreprises qu'apporter une réponse précise là-dessus est un peu difficile. Donc voilà, désolé de ne pas avoir une réponse plus claire là-dessus, mais je crois que c'est trop variable en fonction des situations. Ok, moi, je pense que ça apporte quand même pas mal d'éléments pour eux. Une question qu'on a eue aussi, c'est, vous en avez pas parlé, mais à quel moment on inclut les devs dans la discovery? Est-ce qu'on le fait? Et bien là aussi, ma réponse est à vous de décider. C'est-à-dire que, en fait, moi, le processus de discovery, pour moi, ce n'est pas une histoire de métier. C'est une histoire de comment est-ce qu'on fait pour choisir la bonne solution qu'on va shipper ensuite. Ça, c'est notre méthode. Et les convictions que j'ai sur quelles sont les questions à se poser, elles sont extrêmement fortes. Par contre, qui doit être impliqué? Ça dépend. Dans une boîte comme Apple, le concept de product manager n'existe quasiment pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a personne qui fait le rôle du product manager? Non, ça veut dire que c'est en réalité les job descriptions des designers et des ingénieurs qui sont un peu différentes et qui, ensemble, comblent ça. Dans une boîte comme Blablacar, on peut avoir un rôle par exemple, de engineering lead ou de engineering manager qui va avoir un rôle important à un certain moment dans la discovery, peut-être pas forcément à la première étape. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la beauté d'un framework systématique, documenté, précis, c'est que d'un seul coup, on peut avoir ces conversations-là. On peut se dire, dans mon entreprise, moi, je pense que telle personne, tel métier, ça peut être développeur, mais ça peut être n'importe quel métier, a besoin d'intervenir à tel moment. C'est pratique aussi pour un manager qui peut dire à ses équipes, écoutez, moi, je vous donne autonomie totale pour mener vos projets de discovery. Ce que j'attends de vous, c'est que ce soit timeboxé, 2, que j'intervienne à telle étape pour qu'on ait une discussion et qu'on passe à l'étape d'après. Si on n'a pas ce vocabulaire-là, si on n'a pas cette méthode-là,
C'est extrêmement flou. Moi, j'avais un manager à une époque qui me disait « Je veux que tu m'impliques quand on est à 80% du processus de discovery ». 80%, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que par définition, un processus de discovery, tant qu'on ne l'a pas terminé, on n'a pas la moindre idée si on est proche de la fin ou pas. Par contre, si on a cette étape et on dit, bah, voilà, à l'étape numéro 5, c'est un moment où en fait, il y aura peut-être un embranchement à faire, j'aimerais qu'on se parle systématiquement, là, on peut avoir cette conversation-là. Et donc, pour moi, c'est ça l'importance d'avoir une méthode systématique. Ça veut dire qu'on peut se mettre d'accord de manière générale et tous les projets vont être appliqués. Et découpé, c'est qu'on est capable de se dire, bah, par exemple, dans la phase où on se pose la question, tiens, quelles sont les solutions, les éléments de la solution qui existent déjà ailleurs, et bien là, d'un seul coup, ça a beaucoup de sens, par exemple, qu'un ingénieur soit impliqué. Mais il y a d'autres entreprises où un ingénieur, il va vouloir ou pouvoir être impliqué à un autre moment, et c'est OK aussi, en fait. Là encore une fois, moi, je ne suis pas prescripteur de ça, parce que je crois que ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise et de l'ensemble des équipes R&D, comment est-ce qu'elles se répartissent les tâches à faire. Et peut-être pour rebondir là-dessus, je pense qu'il y a quand même un gros travers dans beaucoup de boîtes, et d'ailleurs, on l'a vu un peu dans le chat, où l'équipe tech arrive trop tard. En fait, on les implique juste pas du tout dans toute cette phase-là. Et ça, du coup, forcément, bah, faut éviter. À quel moment exactement? Je pense que, comme dit Rémi, ça dépend. C'est un peu ma réponse préférée aussi. Mais des trucs qui peuvent bien marcher, ça peut être de temps en temps inviter quelqu'un de votre squad à faire des interviews utilisateurs avec vous en tant qu'observateur, par exemple, d'être là pour du usability testing, de leur demander un peu d'aide pour justement cruncher la data ou aller trouver la data déjà. Donc ça peut être des bons moments. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, il y a deux choses pour moi. La première, c'est qu'il y a tout un tas de décisions techniques dont vous serez pas vraiment, dans lesquelles vous ne serez pas vraiment impliqué en tant que PM, mais qui en fait dépendent vachement de pourquoi on fait ça et quelle est un peu la vision de la feature et les besoins derrière. Et donc ça, si l'équipe tech n'a pas ces éléments-là, il ou elle risque de développer quelque chose qui ne matche pas bien peut-être sur le long terme. Et la deuxième chose, c'est aussi que si vous voulez pouvoir, en tant que PM, avoir du temps justement pour faire cette discovery, il faut que votre équipe tech, elle soit autonome pour prendre des micro-décisions de edge case, par exemple, sur la phase de discovery sans forcément toujours avoir besoin de vous, ou alors pouvoir juste dire, bon, bah, j'ai ce edge case-là, il y a option A, option B. De ce que moi j'ai compris de la phase de discovery, je pense qu'il faut plutôt partir sur option A, mais je veux juste valider ça avec toi et j'avance. Et ça vous permet de gagner beaucoup de temps et d'être beaucoup plus efficace en tant qu'équipe. Donc bon, voilà, juste pour ajouter ça. Génial. Peut-être que je rebondis sur la méthode systématique. Hector nous demande si ça ne va pas justement limiter le spectre de la discovery, d'avoir une méthode systématique. Moi, une citation préférée de Tristan, c'est les rives sont la chance du fleuve parce qu'elles l'empêchent de devenir marécage. Et moi, donc un passé de designer avant d'être product manager, je suis intimement convaincu que la créativité naît de la contrainte. Donc, je ne crois pas du tout que ce soit limitant. En revanche, c'est certain que le time box dont on parlait plus tôt, lui, il va limiter considérablement ce qu'on est capable d'aller chercher. Donc, si on se dit, je veux partir dans toutes les directions, mais j'ai 3 heures, c'est compliqué. Par contre, de se dire, j'ai envie de complètement être capable de réinventer, je ne sais pas moi, la homepage de mon app, ok, mais combien de temps je me donne pour ça? Et pour moi, c'est l'adéquation entre l'impact qu'on espère avoir et l'effort qu'on se donne en termes de discovery. Donc, c'est pas les… Parce que dire que le process systématique est contraignant, ça veut grosso modo dire que les questions que je listais tout à l'heure n'ont pas de valeur. Et alors, un processus de discovery qui n'est pas clair sur pourquoi est-ce qu'on est en train de bosser sur ce projet, qui est-ce qu'on a essayé d'aider, comment est-ce qu'on va leur pitch. Je n'arrive pas à imaginer que ça ne puisse pas avoir de la valeur d'être clair sur ces réponses-là. Après, qu'on le fasse de manière expéditive parce qu'on est extrêmement clair et qu'on passe énormément de temps à brainstormer pour aboutir à ça, ça ne pose aucun problème. Mais en tout cas, ce n'est pas les contraintes qui empêchent. Ça, je suis convaincu que ce n'est pas les contraintes. Aujourd'hui, ce n'est pas trop de contraintes qui empêchent les PM de faire la discovery. Ça, j'y crois pas. Ok. Message reçu, je pense. Peut-être une dernière question pour qu'on reste dans les temps. Comment faire en B2B où ce sont plutôt des besoins qu'on reçoit plutôt que des problèmes? En tout cas, c'est ce que nous dit David. Vas-y Rémi, tu veux commencer ou… En un mot, et après, tu as encore plus d'expérience que moi là-dessus, Maya, mais pareil, s'il y a un besoin, voire même une solution qui est exprimée, ça n'enlève rien à la validité des questions que je donnais.
quel est l'objectif qu'on cherche à atteindre, qui sont les personnes précisément. Le template que je montrais tout à l'heure sur le first use case, ça a énormément de valeur dans un contexte B2B de se forcer à essayer de le clarifier. Si on n'a pas les réponses, d'avoir les interactions avec les stakeholders en interne, qui peuvent être parfois l'équipe sales, par exemple, d'essayer de comprendre dans le détail avec eux, peut-être de le remplir avec eux. Ce n'est pas forcément un truc qu'on fait tout seul. Donc, pour moi, quand bien même on a l'impression qu'il n'y a plus de travail de discovery à faire, c'est très peu probable que les niveaux de clarté qui est nécessaire pour construire dans le détail la bonne solution ne soient pas nécessaires. Oui, totalement aligné avec ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en B2B, on va probablement souvent venir vers vous avec des solutions parce que la concurrence le fait, que dans un process de décision avec des sales, on se retrouve souvent sur des grilles en mode entre ces trois acteurs qui fait quoi. Et là, on parle vraiment de feature. Mais là, du coup, en tant que PM, il faut faire exactement le même exercice. C'est exactement la même chose. Pour ajouter quelque chose là-dessus, c'est aussi vachement d'éducation, d'évangélisation en interne. C'est-à-dire que forcément, les équipes customer facing en B2B, donc les sales, les account managers, le support, eux, ils vont juste vous répéter ce qu'on leur dit. Donc, on leur dit, je veux telle feature, eux n'ont pas le contexte de pourquoi. Et donc ça peut être un bon truc à mettre en place. C'est peu à peu expliquer à toutes ces équipes customer facing que dans ces moments-là, ils peuvent aussi commencer à aller poser des questions de, d'accord, pourquoi dans cette situation, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez un problème, pour pouvoir, vous, en tant que PM, quand vous récupérez ces insights-là, avoir déjà une approche qui est davantage problème que solution. Bon, alors ça, c'est tout un changement un peu de culture qu'on a pas mal vécu chez Aircall et réussi à mettre en place. Ça prend forcément un peu de temps parce qu'il faut que ça se diffuse dans toutes les équipes. Mais en tout cas, c'est carrément possible de faire, enfin, c'est même obligé de faire ça en B2B autant qu'en B2C. Eh ben, il est 12h46, donc on va s'arrêter là. Désolée pour tous ceux à qui on n'a pas pu, enfin, dont les questions n'ont pas pu être répondues. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi surtout, Rémi. On a hyper hâte que le livre soit de retour sur Amazon. On va venir refresh tous les jours. Et puis, j'imagine que tu préviendras peut-être sur LinkedIn une fois qu'il sera de retour. Absolument, absolument. Ça va arriver très, très bientôt. Et merci pour l'accueil. Jules et Maya, un grand plaisir de discuter de ça. Et puis, dans les prochains jours et semaines, avec Tristan, on va essayer d'être présent dans un maximum d'événements pour continuer les conversations, dans des conférences, dans les podcasts, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn pour être au courant de ces événements. Merci Rémi, merci tout le monde d'être venu et puis à la prochaine. On vous souhaite une très bonne après-midi et puis bon appétit aussi. Ciao. Salut tout le monde. Au revoir. Ciao.